Je suis très heureux de lancer cet épisode des Bonnes Feuilles en compagnie de Marion Fritsch. Le prix des Bonnes Feuilles, c'est un prix littéraire mensuel en ligne pour faire briller la lecture et permettre de découvrir des auteurs émergents. Marion, bonjour. Tu es poétesse, tu es autrice du recueil Les Fragments du Cœur chez Albin Michel et ainsi que du carnet poétique Écrire les saisons du cœur qui est actuellement en précommande aux éditions Le Duc. Merci d'être là aujourd'hui. Pour commencer, je peux te demander de te présenter, toi, et quel est ton parcours? Bonjour, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Marion Fritsch et j'ai 33 ans. Je suis poète, autrice et créatrice de contenu sur les réseaux. J'ai commencé à écrire assez tardivement, en réalité, il y a tout à fait 3 ans. J'avais créé un Instagram où je faisais des chroniques de livres et je donnais mon avis sur les ouvrages que je lisais. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, tout simplement, mais c'était pas encore l'écriture créative. Et suite à ça, j'ai suivi un diplôme universitaire d'écriture créative et métier de la rédaction. Et j'ai découvert un espace où je pouvais faire des ateliers d'écriture, explorer ma plume avec d'autres camarades qui avaient un niveau littéraire assez haut en plus de ça. Et je me suis assez rapidement rendu compte que j'avais des choses à écrire, des choses à dire. Et naturellement, sans trop me poser de questions, j'ai fait muter mon compte initial qui parlait de chronique littéraire en fragments, parce que de toute façon, les réseaux imposent forcément un format fragmenté. Pour moi, le mot poésie était quelque chose qui m'intimidait beaucoup. Et puis moi, j'ai toujours lu beaucoup de romans. Je me suis mis très tardivement à lire de la poésie. Donc, c'était un monde que je connaissais pas finalement. Mais c'est parce que je le connaissais pas que je me suis autorisée à faire un peu ce que j'avais envie de faire. Petit à petit, j'ai commencé à me faire reconnaître en tant que poète sur la toile. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai sorti un premier livre, puis là, je viens tout juste de sortir un carnet d'écriture, parce que finalement, mon désir à moi, c'est d'ouvrir des portes sur la poésie au grand public. Et je pense que mon profil et ma plume qui aborde des sujets universels et accessibles, sans pour autant que ça enlève de la beauté ou des émotions dans la plume, ouvre ces portes-là. Et donc, j'ai voulu créer un recueil pour que les gens puissent se rendre compte qu'on peut aimer la poésie, puis que même on peut en écrire, sans forcément avoir des grandes aspirations, mais que finalement, tout le monde peut essayer et tout le monde est éligible à apprécier ça et à explorer et à s'y essayer. C'est ce que j'appelle le phénomène Chateaubriand ou personne, où Victor Hugo, il disait qu'il voulait écrire comme Chateaubriand ou qu'il n'écrirait pas. Et il y a un peu ce truc en France où pour écrire, il faut être tout de suite un génie. Et on n'a pas du tout cette culture de l'écriture créative et de se dire que ça peut être des paliers plutôt que de sauter directement. Tu disais que du coup, tu as ouvert ton compte il y a 3 ans et que tu as commencé vraiment sérieusement à écrire à ce moment-là. Et ma question, c'est est-ce que tu considères que tu as fait une reconversion? Et du coup, quelle était ta vie d'avant Bien sûr. J'écrivais pas avant, en fait. Je me faisais souvent des films dans la tête. J'aimais beaucoup écrire des longs messages quand j'étais amoureuse. Je pense qu'il y avait des signes, finalement. Et j'ai commencé à écrire de façon créative en mars 2023. Et mon compte, je l'ai ouvert en début 21. Donc pendant 2 ans, c'était la littérature. Et ensuite, j'ai basculé. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où moi, je vois à quel point je progresse énormément dans mon écriture, que j'explore. Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai pu même produire il y a 1 an et demi, 2 ans, qui aujourd'hui me font plus écho et qui pourtant m'ont permis de me faire connaître. J'estime être un peu chanceuse dans le fait de pas me dire j'en suis pas là, donc je ne peux pas le faire, je ne peux pas essayer. Parce que finalement, c'est de ne m'être jamais dit ça qui fait que j'ai pu complètement oser. Avant, j'étais dans la communication, qui, je pense, est un élément assez important sur la toile pour pouvoir naviguer, pour pouvoir avoir une réflexion autour du vidéo-poème, de la musique, du son, de l'image. Parce que j'aime bien dire que sur la toile, on a plutôt un spectateur qu'un lecteur. Et comment tu l'invites à devenir lecteur? Comment tu l'invites à se réconcilier avec les mots? Moi, j'ai une très grande communauté et c'est pas possible que ce soit autant de lecteurs finalement. C'est forcément juste des gens qui sont sensibles à quelque chose qu'ils viennent de lire, qui vient les toucher directement. Donc, il y a eu aussi une vraie réflexion sur le format, le visuel, comment tu suscites l'intérêt, comment tu crées quelque chose et un univers aussi parce qu'il y a une vraie ligne éditoriale. Donc, finalement, ça m'a un peu servi. Et du coup, tu as commencé par faire des critiques. Oui. Et pourtant, tu dis que toi, tu n'as pas eu peur d'être critiqué, qu'en quelque sorte, tu t'es autorisé après à écrire. Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment ce changement il s'est fait? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a enrichi ces critiques que tu avais faites d'autres livres? En fait, je m'en rendais pas compte, mais je faisais des critiques très poétiques, très douces. Même quand j'aimais pas, j'avais beaucoup d'empathie pour les auteurs. Je me disais que c'était un travail incroyable qu'ils venaient de faire. Et pour moi, c'était pas entendable, comme certains bookstagrammeurs ou même ce qu'on peut lire dans certains journaux le font, de complètement détruire un essai artistique. Donc déjà, là, il y avait des signes que finalement, si ça me touchait tellement, c'est peut-être parce que inconsciemment, j'avais ma place aussi de l'autre côté. Donc quand je suis passée de l'autre côté, j'avais pas de gêne parce que j'étais pas en train de me dire oh là là, t'as critiqué tous ces gens-là, comment toi tu vas faire maintenant? J'étais juste contente de m'essayer. Et d'ailleurs, la transition a été douce parce que pendant un moment, j'ai continué quand même à parler de livres, à donner des avis. Je faisais un peu les deux. En fait, finalement, il y avait quelque chose qui prenait du temps et même au niveau de l'identité, moi j'ai pris énormément de temps à me dire poète. Et d'ailleurs, j'ai enfin osé le dire suite à la sortie de mon livre qui a vraiment assis quelque chose auquel je m'attendais pas tant. Pour moi, d'avoir tout ce monde sur les réseaux, d'être reconnu un peu, c'était déjà suffisant. Donc voilà, moi-même, je me découvre chaque jour et ça prend du temps, pour pas dire toute une vie. J'ai un ami qui m'a dit ça la dernière fois, l'écriture, c'est le voyage d'une vie et je crois que c'est vraiment ça. Tu disais que tes critiques,
elles étaient poétiques. Je sais qu'on a une éditrice chez Les Bonnes Feuilles, Eulalie, si tu nous écoutes, qui est une fan de sens critique et qui adore lire les commentaires de films, de livres, qui adore en écrire aussi. Est-ce que tu as l'impression que critiquer, ça peut être une œuvre d'art en tant que telle? J'adore les lire. Je pense que ça a toujours été quelque chose qui a un petit peu décidé qu'est-ce qui est mis en lumière ou qu'est-ce qui l'est moins, et souvent pour des raisons qui sont très justes et très intellectuelles, très intéressantes. Je lis énormément les critiques pour le cinéma, par exemple, plus que pour la littérature d'ailleurs. J'aime bien regarder les avis, mais tu vois, bizarrement, je préfère regarder les critiques des spectateurs que des journalistes, parce que j'aime lire des choses qui sont un peu un avis pas commun, mais en tout cas du plus grand nombre, et peut-être que ça me fait plus écho que certaines critiques un peu plus pointues. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est plus ça qui va aller me chercher. Je crois que d'ailleurs, la façon dont je faisais des critiques était plus proche de quelque chose de très accessible, simple, sans prétention, que d'aller chercher la référence littéraire, le point de comparaison très intellectuel. De toute façon, j'avais pas et je n'ai toujours pas le niveau pour ça, donc je vais pas prétendre à. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs types de façons de regarder quelque chose d'artistique, en tout cas. Est-ce qu'il y a des récits que tu trouves importants à mettre en avant, que ce soit des thèmes comme l'enfance, ou ça peut être des choses plus politiques? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent plus, ou tu te dis que tu auras envie de les lire, ou que tu as envie de les écrire et de les Bien porter? sûr. J'aborde souvent une poésie, une écriture très douce sur la toile, mais dans les moments un petit peu qui me touchaient, où politiquement il y avait du mouvement, ou certains temps forts dans l'année, sur certains événements, j'ai fait des textes engagés. J'en ai fait sur la politique, j'en ai fait sur les droits LGBT, et j'en ai fait aussi sur le féminisme, de façon très ponctuelle. C'est pas devenu du tout quelque chose qui prenait le dessus, mais il y a eu des moments où j'ai trouvé qu'il y avait des périodes compliquées, où moi qui me mettais dans une forme de détresse, et j'ai trouvé ça important, en vue de la visibilité que j'ai, de faire quelque chose. Je pense qu'en tant qu'écrivaine, c'est hyper important de s'exprimer et d'exprimer un point de vue, surtout à travers l'écriture, qui, je trouve, fait un immense tampon, dans le sens où les gens vont vraiment te lire. En fait, ils aiment ce que tu fais, donc ils vont lire et ils vont t'écouter. Et si tu les bouscules, au moins tu les feras réfléchir. Et ça, c'est quand même un luxe que tout le monde n'a pas. Enfin, c'est vrai que quand je me dis souvent, j'ai la chance de savoir que ce que je vais écrire et publier va être lu. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Pour moi, c'est presque un devoir par moment. Et niveau scène ou même écriture de livres, etc., dans des choses plus pérennes, plus longues, effectivement, en ce moment, je ressens le désir de parler de certains sujets, notamment, moi, j'ai grandi en banlieue. Quand j'ai eu mon bac, j'avais un retard scolaire immense, parce que voilà, la classe dans laquelle j'évoluais avait un niveau très bas. Je faisais terriblement des fautes d'orthographe, j'étais pas du tout autonome, je savais même pas ce que je voulais faire de ma vie, et je dis pas ça du tout comme un drame, mais du coup ensuite quand j'ai évolué et que j'ai fait un croisement dans ce monde littéraire où j'ai rencontré plein de gens qui avaient des parcours complètement opposés, je me suis rendu compte à quel point on n'avait pas eu tous les mêmes chances et à quel point on n'était pas tous égaux, et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, que je saisisse quelque chose de ça, et c'est vrai qu'en ce moment je travaille sur un témoignage de ces années qui ont été des très très belles années pour moi et qui ont été humainement incroyablement enrichissantes, et justement comment tu aborde toute cette humanité, tout cet amour et cette générosité humaine que j'ai rencontrée au cœur de mes années de jeunesse, et à la fois la terrible réalité d'un niveau social et d'un niveau scolaire assez alarmant. C'est un sujet qui me parle pas mal. J'ai grandi à la campagne assez profonde, et dans mon collège, c'était assez marqué. À l'école, ça se voit beaucoup comment l'écriture, ça vient d'en haut. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de porter, la question de démocratiser l'écriture et la lecture dans ce que ça a de beau. Et c'est tout autour de nous, c'est-à-dire la musique, c'est des textes, les films, c'est des textes, et en fait, tout le monde consomme des biens culturels et peut s'en saisir et peut commencer à avoir un regard, devenir acteur aussi de ce truc-là. Je trouve que c'est un combat important. Oui, je pense toujours un peu à... J'ai une mère qui lit énormément de livres, qui est très autodidacte, donc elle passe sa vie encore à beaucoup lire. Et quand je lui ai dit, j'ai décidé que j'allais faire basculer mon compte de critique de livres à personne qui écrit en tant qu'écrivaine. Elle était super inquiète que je fasse ça, elle voulait pas et tout. Et elle m'a dit, oui, mais faut pas que tu fasses ça, c'est pas pour nous. Et c'est une phrase qui m'a vachement marqué, le c'est pas pour nous, mais c'est qui nous? Et effectivement, ça rappelle des sujets que j'ai toujours adorés dans les livres, qui se soient transfuges de classe, etc. Où en fait, t'as vraiment la provenance, du coup la légitimité, comment casser les plafonds de verre, etc. Il y a tout un sujet autour de ça qui est assez intéressant et effectivement qui m'a encore plus frappée au fil de mon insertion dans le monde de la littérature. Dans tes contenus et dans ton écriture, tu parles beaucoup d'amour. J'ai envie de te demander de manière naïve pourquoi est-ce que ce thème est si important pour toi et comment tu trouves toujours l'inspiration? Alors justement, tu vois, j'aurais tendance à te répondre comment ce thème était si important pour moi, parce que justement, je commence à me sentir essoufflée un peu d'en parler. Je pense qu'en fait, ça a été tout le premier sujet qui m'est venu. Comme je te dis, moi, j'ai vraiment découvert mon amour pour l'écriture. C'était suite un peu à un chagrin d'amour. Et donc, voilà, j'ai écrit des petites choses comme ça. Et puis finalement, c'est devenu un peu ce que j'utilisais comme matière pour trouver l'écriture.
Et ça a été assez inépuisable pendant un bon moment parce que c'était déjà nouveau pour moi, l'écriture. Donc forcément, quand tu viens de découvrir quelque chose qui te colle à la peau, il y a une espèce d'euphorie et un truc immense de matière. Et c'est vrai que là, je sens que je commence un petit peu à avoir épuisé, à avoir fait le tour, en tout cas d'avoir envie d'aller explorer d'autres choses. Mais j'ai toujours beaucoup aimé l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour, j'adore parler d'amour, j'adore rêver l'amour, j'adore être amoureuse, j'adore plein de choses autour de l'amour, j'adore regarder des choses sur l'amour, moins lire des choses sur l'amour, honnêtement. C'est vrai que tu vois, dans la lecture, c'est pas un truc qui me transcende. Mais en tout cas, voilà, dans mon environnement, j'aime l'amour. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais su quoi en faire de tout cet amour pour l'amour. Et j'en souffrais beaucoup plus jeune parce que je voyais bien que tout le monde n'est pas comme ça, qu'il y a des gens pour qui c'est ridicule. Et aussi, ça a été un vrai moteur que d'être un peu dans une génération où on balaye un petit peu les longues phrases. Dès que tu fais un texto trop long, c'est que t'as un problème. Ou alors on va te dire, mais attends, viens, on s'appelle, c'est plus simple. Voilà, c'est fini tout ça, les lettres d'amour, les longs messages. Et moi, j'ai jamais su quoi faire de toute cette matière. Et quand finalement je les ai mis sur les réseaux de façon pour moi, très créative. Il n'y avait pas de message sous-jacent. Même si tout laisse à penser ça, ça reste pour moi de l'écriture. Et quand j'ai vu à quel point ça faisait écho, je me suis dit, ah bah voilà, je suis pas folle. Les gens, ça leur fait du bien. Eux aussi, ils ressentent tout ça. Et eux aussi, ça leur parle. Ils seraient peut-être pas en capacité d'écrire les mêmes choses, mais ils sont en capacité de les recevoir, de les ressentir et voire même de les partager. Parce que c'est aussi beaucoup ça, en fait. Ce que je fais sur la toile, c'est des choses qui sont partagées. Regarde, c'est ça que je ressens. Je suis très fière de ça. De faire du bien aux gens comme ça, d'être une voix un peu pour eux, une façon d'expression qu'ils n'ont pas forcément désir d'acquérir ou qu'ils sont pas en capacité à ou qu'ils n'ont jamais eu la chance de pouvoir explorer parce que personne ne leur a jamais dit que peut-être ils pouvaient l'explorer aussi. On sent quand même un peu que c'est engagé, en fait. Plus je parle, plus je m'entends et plus je me dis, voilà. Et puis, c'est encore plus beau si derrière, ils peuvent se dire que c'est de la poésie et que ça peut leur donner envie d'en lire d'autres et de découvrir d'autres choses. Une phrase de Camus dans Les Amandiers que j'aime beaucoup, où il dit notre tâche, c'est de trouver les mots pour apaiser les âmes des hommes libres. Et il y a un peu cette idée de trouver des mots qui permettent à d'autres de pouvoir raconter ce qu'ils vivent ou ce qu'ils sentent. Oui, on me dit souvent la phrase « tu mets des mots sur mes mots ». Donc effectivement, je trouve que ça résume un petit peu tout. Quand tu parles de l'amour, est-ce que tu as catégorisé l'amour ? Est-ce que tu aimes les amours contrariés ? Est-ce que tu aimes les amours de tendresse ? Est-ce que tu aimes les amours de découverte ? Est-ce que c'est vraiment l'attachement ? Est-ce que c'est une forme de solidarité ? Ou est-ce que c'est plutôt la découverte et l'aventure ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait plus vibrer que d'autres dans ce grand concept qui est l'amour ? Je pense que je peux parler du fameux état amoureux qui en fait est plutôt dans les débuts et aussi dans les chagrins des relations qui ne durent pas. Je sais plus qui m'avait dit un jour, de toute façon les gens ils veulent juste entendre parler soit des débuts de relations, soit des fins de relations. Ce qui se passe au milieu ça n'intéresse pas. Et je trouvais ça assez juste et c'est vrai que quand je pense à l'amour dans l'écriture, il y a souvent la rencontre ou la fin. C'est vrai que le pendant serait plus intéressant dans du roman pour le coup. Il faudrait qu'il y ait plus de relief dans les personnages, dans la matière. Donc qu'est-ce qui se passe finalement au milieu de l'amour. Donc en tout cas en poésie, j'aime bien aborder ces sujets-là et effectivement, même si je pense que j'ai une pleine conscience que pour moi le véritable amour c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui se crée petit à petit, qui crée des fondations solides au fil des années, etc. Je crois quand même quand il se passe quelque chose, même si court soit-il, à partir du moment où on ressent très fort quelque chose, ça reste une forme d'amour, quand bien même peut-être que 4 mois plus tard on va se dire oui mais pas du tout en fait, c'était n'importe quoi, en fait je me rends compte que j'aime pas cette personne ou que je me faisais des films ou que je me suis trompée. Je trouve que c'est intéressant d'aller aborder ça, cette espèce de moment où on perd pied un petit peu. Tout à l'heure, tu parlais du fait que dans notre génération, il y a quelque chose d'un peu mal vu d'écrire des lettres d'amour, en tout cas, que ça l'était pour toi plus jeune. Ça me fait penser à la BD de Lise Stormquiz, La Rose la plus rouge, où elle parle un peu de l'histoire de l'amour à travers les siècles. Elle raconte qu'il y a quelques siècles, l'amour entre hommes et femmes était très différent d'aujourd'hui et que notamment, en fait, c'était très valorisé pour les hommes de faire des longues déclarations, d'être épris d'amour et aussi de l'engagement, qui était quelque chose de très fort. Et qu'il y a eu un changement au XXe siècle où, notamment avec le féminisme et le changement un peu des statuts dans le couple, où chez les hommes, l'engagement est devenu moins important et où maintenant, il y a notamment dans ce rapport homme-femme, un rapport des hommes plus distant, ou en tout cas un rapport de chacun plus distant, aussi parce que peut-être on divorce plus, on se sépare plus, et où du coup c'est moins valorisé de faire des grandes déclarations, et le côté un peu distant, en retrait, a pris plus de place, même dans la séduction. Et je trouve ça étonnant, ce pied de nez, comment c'est vraiment
passé de marions-nous, ayons des enfants, un labrador, à quelque chose de beaucoup plus décontracté. Et je trouve que ça fait écho à ce que tu racontes sur comment est-ce qu'on parle d'amour au fil des siècles et comment ça change. Oui, c'est sûr que de toute façon, les injonctions de qu'est-ce qu'on attend de nous au sein de la société dans nos rapports, ou la fondation d'un couple ou d'une famille, jouent énormément. Mais je pense souvent, surtout aussi à l'immédiateté des choses, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu te voyais, tu savais pas quand tu te revoyais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, donc la lettre était l'unique chose que tu pouvais peut-être t'envoyer. Souvent, il y avait la distance, il y avait l'attente, des choses qu'on a beaucoup perdues. Et l'attente crée les mois, et les mois créent l'émotion, et l'émotion déborde, et l'émotion déborde sur le papier, et le papier est envoyé. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, encore des relations évidemment à distance, beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'immédiateté et de possibilités de pouvoir communiquer directement, très rapidement. Et donc, finalement, on n'a pas gardé ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le public que je touche, c'est pas du tout les jeunes, quoi. C'est des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus de 40 ans souvent, qui ont vécu, qui ont été déçues, qui y croient encore, ou enfin, qui ont vraiment mûri quelque chose aussi en eux. Je pense que justement, pour les jeunes, c'est trop bousculant. Tous ces mots, tous ces propos, toutes ces choses qui mettent des mots, en fait. Et aujourd'hui, on n'a parfois plus envie de mettre de mots. Même dans la façon dont les gens communiquent, ils sont très fuyants. Il y a des choses qui ont beaucoup, beaucoup changé. Parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de possibilités, je pense. C'est-à-dire que l'expression, j'aime bien dire, un de perdu, 10 de retrouvé, est sincèrement réelle. Aujourd'hui, en 2025, en tout cas dans les grandes villes. Donc, il y a aussi des fuites en avant ou des choses comme ça qui font du mal un petit peu, je pense, aux échanges épistolaires, en tout cas. Pour toi, il y a quelque chose de courageux à être romantique, à décrire l'amour, à oser sentir chez soi, ou être capable d'écrire ou de dire à quelqu'un des déclarations d'amour. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très courageux. Après, comme il ne faut pas s'écouter parler, je pense qu'il ne faut pas s'écouter écrire. La vraie question, c'est est-ce que j'écris parce que j'ai envie de réellement partager une émotion, ou est-ce que j'écris parce que ça me fait du bien et je l'envoie. Il y a quelque chose un peu autour de ça, mais je trouverais ça beau si un petit peu plus on banalisait et on accueillait de nouveau l'idée de par moments exprimer et verbaliser, conscientiser qu'est-ce qu'on ressent, et que ce soit de nouveau sain et pas quelque chose qui est perçu comme absolument excessif, ou un amalgame de qu'est-ce que l'amour, ou un excès d'amour, ou justement une communication qui fait peur. Au contraire, ça devrait justement être accueilli comme un gage en fait de quelque chose. Mais aujourd'hui, effectivement, la notion de l'engagement est tellement bousculée. Est-ce que c'est bien finalement de vouloir s'engager? Est-ce que c'est pas mieux de ne pas vouloir? Est-ce que c'est pas mieux la liberté, faire plein de choses en même temps, plein de gens en même temps, etc. Les lignes bougent beaucoup, et c'est vrai que du coup, forcément, la façon de communiquer, de s'exprimer bouge avec elle. Donc, je trouve que c'est quand même chouette d'être aligné avec soi-même sur le fait que quand on s'exprime, ça n'a rien d'anormal. J'aimerais bien te demander les livres qui t'ont le plus marqué. Avant ça, j'ai lu tous les Roald Dahl quand j'étais plus jeune encore. Mais Harry Potter, ça a vraiment été, je pense, quelque chose qui m'a vraiment profondément passionnée pendant plusieurs années. Je suis pas certaine d'avoir retrouvé ça dans quoi que ce soit d'autre en termes de suite. Même si j'ai beaucoup lu à l'adolescence, vraiment beaucoup. Donc j'ai beaucoup lu Le Clan des Chats, Eragon, Twilight, tout ça. Et bien d'autres. Ça, c'est des choses que je lisais beaucoup. J'attendais toujours la sortie du prochain. Mais oui, les Harry Potter, il y a eu quelque chose d'extraordinaire que j'oublierai jamais, je pense. Et que beaucoup de gens n'oublieront jamais, je crois. Et ensuite, plus tard, j'ai beaucoup aimé, j'en parle souvent, Martin Eden de Jack London. C'est un livre qui m'a beaucoup bouleversée. Peut-être parce qu'il m'a fait très, très écho. C'est l'histoire d'un jeune marin qui sauve un bourgeois d'une rixe. Et en fait, le bourgeois, pour le remercier, l'invite à dîner. Et pendant le dîner, le jeune marin tombe éperdument amoureux de la sœur du bourgeois. Sauf que le jeune marin a quand même une grande intelligence émotionnelle, à faute d'avoir la connaissance, et comprend très rapidement qu'il est pas du tout au niveau, et que pour qu'elle le regarde ne serait-ce qu'un peu, va falloir qu'il bosse un peu. Et donc, pris d'amour et voulant absolument qu'elle le regarde, il se met à lire comme un fou. Dès qu'il a 5 minutes, il lit la nuit, il lit le jour, tout le temps, il lit pour pouvoir rattraper son manque de connaissances. Et une fois qu'il atteint un niveau de littérature qui lui paraît être bon, il se décide à écrire, parce qu'il se dit, je vais encore plus l'impressionner, je vais carrément passer de l'autre côté et puis lui montrer que j'aime ça, je peux, et que je vais devenir le plus grand écrivain. Et ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'au fil des pages, tu vois son vocabulaire et sa façon de s'exprimer s'améliorer, et c'est assez impressionnant de voir l'évolution et ce rapport qui tisse petit à petit avec cette femme aussi, et avec la société, parce que quoi qu'il en soit, il a des grandes difficultés aussi, notamment parce qu'il n'est pas né avec malheureusement toutes les chances de son côté. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, et que j'aime conseiller, j'aime en parler. Sûrement un jour je le relirai. Et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur les parcours
de Tout à fait. transfuges, de témoignages. Est-ce que tu dirais que c'est autant vrai aujourd'hui que hier, que la culture permet vraiment de s'émanciper, de s'élever socialement? Parce qu'on a aussi l'impression qu'il y a plein d'autres modèles qui existent, d'entrepreneuriat, de gens qui soulèvent de la fonte. J'ai l'impression que la culture a vraiment perdu beaucoup de son piédestal dans la société. Je pense que la culture, forcément, élève de façon incroyable. Mais je pense que d'avoir le temps de se cultiver est un luxe. C'est pas seulement un choix. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui sont épuisés, qui ont des enfants, qui habitent dans des lieux où il n'y a pas de culture. En fait, faut quand même doser le niveau de curiosité qui est suscité parce qu'on vient d'un univers qui va nous donner l'appétence à moins. Il y en a 1 sur 100, tu sais pas pourquoi. Il va s'intéresser, mais factuellement, souvent déjà, quand t'as le pied dedans, c'est parce que t'as baigné dans quelque chose qui t'a poussé à. Par exemple, pour ma part, moi j'ai des parents qui sont vraiment issus de la classe ouvrière, qui pour moi ont fait déjà un premier transfuge de classe à petite échelle, mais mon père travaillait dans la musique, ma mère lisait énormément. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est resté. Et donc pour en revenir à ceux qui n'ont pas des parents comme ci ou qui n'ont pas un milieu comme ça, la culture reste quelque chose qui en tout cas sauve et élève clairement, mais faut-il encore pouvoir avoir les cartouches pour pouvoir y accéder. Et je pense qu'en revanche, les réseaux sociaux et l'influence a développé des nouveaux rêves. À l'époque, tu disais à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il rêvait d'être footballeur, je caricature, ou les petites filles danseuses ou stars. Aujourd'hui, les 3/4 des jeunes vont te dire influenceur. Et qu'est-ce que c'est être un influenceur? C'est énormément de choses. Ça peut être, comme tu dis, le sport, ça peut être voyager. T'as aussi un peu ce qu'on appelle la culture du vide, entre guillemets, dans le sens où il y a des façons d'avoir accès à des privilèges et à des niveaux de vie très hauts grâce à l'influence. Mais en revanche, je m'interroge très profondément sur le bonheur de ces personnes-là et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont atteint ça, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. C'est des choses qui me questionnent, mais j'avoue que je connais pas trop cet univers-là. Mais je trouve ça très chouette en revanche qu'aujourd'hui, on a tous les mêmes chances. À l'époque, si tu connaissais pas la bonne personne, si t'étais pas au bon endroit au bon moment, si parfois même tu faisais pas certaines choses, t'avais accès à rien quand bien même t'avais du talent. Et aujourd'hui, tu peux vraiment essayer, oser, et ça peut payer. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les possibles, les opportunités ont été très redistribuées. Je suis bien d'accord, et à l'origine des Bonnes Feuilles, il y a aussi beaucoup ce projet-là. On est très content d'accompagner des jeunes auteurs partout en France et des auteurs qui vraiment parfois auraient eu du mal à être repérés il y a 60 ans ou 70 ans. C'est super de pouvoir accompagner ces jeunes auteurs. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de pouvoir écrire et de se faire connaître. Je voulais te demander, toi, c'était quoi un peu ta routine? Est-ce que tous les jours, le matin, tu écris et après tu décides de le partager? Est-ce que tu fais tout pendant un mois et puis après tu pars en vacances? Comment ça se passe chez toi, ton rapport à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose de régulier où tu attends l'inspiration et tu passes ton temps à te balader? Je suis quand même sur divers projets. Ce qui se voit de façon forte, c'est les réseaux. Mais je veux dire, j'ai des écritures, que ce soit voilà, pour des livres, pour des marques qui me demandent des choses, que ce soit pour la scène. Donc il y a plusieurs choses qui sont un peu en même temps. Souvent, j'essaie de m'écouter sur quoi j'ai envie d'avancer. Après, il y a des conditions qui m'insufflent un petit peu plus l'écriture. Je sais que le déplacement m'amène beaucoup l'écriture. J'avais fait mon mémoire sur ça, comment les déplacements dans les transports amènent l'écriture d'ailleurs. Donc j'aime bien, par exemple, si je suis envoyée en dédicace, je ne sais où, qu'il y a 3 heures de train, je suis ravie. Non pas parce que je me dis, je vais écrire, mais parce qu'en tout cas, je sais qu'à chaque fois, ça m'amène l'écriture. Parce que le temps s'arrête, t'es dans l'inaction. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de l'attente comme moteur de l'écriture, et dans le trajet, il y a aussi quelque chose comme ça, de la patience, de l'attente d'arriver du point A au point B. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique aussi. Aussi, me mettre dans des cafés me permet un petit peu de me centrer, recentrer. Mais en tout cas, j'essaie un petit peu tous les jours. Déjà parce que j'ai aussi des deadlines. C'est devenu vraiment un métier. Donc j'ai ce qu'on appelle des commandes. Et puis il y a d'autres projets qui sont les miens, où j'ai plus de temps, où je peux m'autoriser à. Et c'est pas le même travail. Cela, je vais être plus indulgente avec moi-même. Parfois, quand tu te relis trop, tu vois plus rien, quoi. J'aime bien laisser 2-3 semaines. Vraiment, je regarde pas. Et quand j'y retourne, là, tu vois toutes les bêtises ou tous les trucs qui vont pas. C'est magique. Tu dis que t'aimes bien être dans cet état mélancolique. Comment c'est corporellement pour toi d'être dans cet état? Corporellement? Ouais. Au niveau du corps, il se passe pas forcément grand-chose. Enfin, je suis pas de mots MAUX. C'est plutôt intérieurement. C'est vraiment un peu tout un truc ritualisé. Il va y avoir, par exemple, tu vois, la musique. Je mets beaucoup de musique quand j'écris, des musiques très tristes. Je me lis à voix haute aussi. Alors, surtout quand c'est pour la scène, parce que j'ai vraiment pour moi des textes pour la scène qui sont des textes beaucoup plus longs, beaucoup plus denses. Pour moi, il faut que ça sonne bien à l'oral. C'est important. Parce que j'accorde plus d'importance à une poésie rythmée qu'à une poésie rimée. La mélancolie, pour moi, c'est une émotion proche de la nostalgie. Pour moi, ça évoque aussi un peu la tristesse. Est-ce que tu penses que l'écriture, en tout cas chez toi, ça te permet de te reconnecter à tes émotions? Je pense que oui, de toute façon, il y a quelque chose
de très dans l'émotion dans mon travail d'écriture. Et d'ailleurs, je pense que j'ai zéro filtre sur ce sujet. Et c'est ça qui crée d'ailleurs quelque chose, visiblement, auprès des lecteurs. C'est assez frappant sur la scène, plus particulièrement. Ça frôle quelque chose de l'ordre de la transe. Et en fait, je me demande jamais qu'est-ce que les gens vont penser ou à quel point je me mets à nu. Parce que pour moi, c'est de l'écriture. Souvent, on me disait ça pour mon livre, comme il y a le tu, il y a le je. Ah, mais est-ce que c'est ton histoire? Du coup, est-ce que tu as vraiment vécu ça? Et en fait, j'ai tendance à répondre, mais ça n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait un peu cherché en me disant, ouais, mais j'ai l'impression que tu veux pas en parler, que t'assumes pas. Mes lecteurs sont pas vraiment souvent des lecteurs en réalité, ou des personnes qui ont un rapport à l'écriture qui est peut-être un peu lointain. Et c'est important pour moi de leur rappeler que ça reste de l'écriture, aussi un travail de relecture, beaucoup, où chaque mot, chaque retour à la ligne, chaque phrase, surtout en poésie, compte. Et donc, c'est un style d'écrire comme ça, de jeu, de complètement parler comme si c'était presque un journal intime à ciel ouvert, ou des émotions qui débordent de partout. Mais ça reste pour moi quelque chose qui parfois est une réflexion. En tout cas, quand je suis dans un état émotionnellement, que ce soit mélancolique ou qui amène l'écriture, je vais pas attendre de vivre un drame dans ma vie pour avoir l'écriture. Il y a parfois des sujets qui sont même pas les miens. Tout à l'heure, je te disais que je voulais parler de quelque chose de l'ordre de la jeunesse, que j'ai peut-être vécu, du témoignage, de ce que je me souviens, de ce que j'ai envie d'en inventer ou d'en retenir. Ça, c'est du passé, entre guillemets. Et pourtant, comment tu vas le chercher? Tu replonges dans tout ça, et qu'est-ce que t'en gardes, qu'est-ce que t'en inventes. Ça, c'est quand même du travail d'écriture. Je trouve cette question, qu'est-ce qui est de la fiction et qu'est-ce qui est de la réalité, je trouvais très intéressante parce qu'on croit tous un peu dans des fictions. Quand on voit des films, on est touché par ce qu'on voit, alors que parfois on sait que c'est faux. Et je lisais ça dans un livre qui parlait de comment est-ce que tout le monde peut s'identifier à Antigone qui veut enterrer son frère et qui a des difficultés. Il y a ce truc incroyable dans la fiction, c'est que parfois c'est plus vrai que la réalité. Par exemple, dans Une fille sans histoire, elle raconte que une histoire comme Harry Potter, tout le monde est d'accord pour dire que Neville, je pense que je spoil personne, qui va vaincre Voldemort à la fin. Alors que pour savoir qui a débuté une guerre ou sur un fait historique de la réalité, il y a plein de points de vue différents. On est capable de s'engueuler quand c'est la réalité et quand c'est un mythe. Là, il y a qu'une seule version. Et du coup, on peut beaucoup plus s'appuyer sur des certitudes, sur quelque chose qui n'existe pas. Je suis assez d'accord avec toi, oui. C'est vrai que ça permet de mettre un peu plus tout le monde d'accord. Adrien Crécy, qui était ici avant toi, qui était le parrain du premier concours, il disait que la poésie, ça permettait d'étendre le domaine de la sensibilité. Et le deuxième parrain du concours, Atik Raimi, il parlait beaucoup aussi de ça et de comment est-ce que la littérature, ça permettait de savoir qu'on était différents les uns des autres, qu'on n'avait pas les mêmes histoires et que c'était ça la beauté de la vie et de l'écriture, c'était de pouvoir témoigner des différences qu'on avait les uns avec les autres. Est-ce que toi, c'est un sujet qui te parle? Je rejoins ce qu'a dit Adrien, la poésie, ça autorise la sensibilité et finalement, ça permet de se souvenir qu'on a le droit de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à avoir des fragilités et qu'on n'est pas seul, vu qu'on va être touché par une même lecture. Donc il y a quelque chose qui rapproche. Je pense qu'il y a un rôle autour de ça et autour de l'importance des sujets qu'on aborde, qui sont parfois aussi poétiques qu'on attend qu'ils le soient, comme parfois complètement inattendus sur des sujets parfois plus sombres ou plus originaux. Et je trouve que c'est aussi ça le charme de la poésie, de pouvoir faire poésie de toutes choses finalement. Et je crois que si en tout cas en ce moment elle a vraiment un grand regain et qu'elle suscite tout d'un coup l'intérêt, que ce soit dans les lectures, que ce soit sur la scène, que ce soit auprès des slogans ou que sais-je, c'est aussi parce qu'elle est sûrement nécessaire. Et donc il y a quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres parce que je pense que ça a été un petit peu abîmé par la seule image qu'on en a eue plus jeune. Moi je sais que j'ai adoré apprendre une poésie par cœur et la dire devant tout le monde. Je sais que j'avais beaucoup de camarades qui détestaient ça parce qu'ils n'avaient pas appris pour le jour J, parce qu'ils n'avaient pas envie de monter sur l'estrade devant tout le monde, parce qu'ils ne comprenaient rien. Enfin, ça pouvait être plein de choses qui fait qu'ensuite il y a eu un divorce dès le plus jeune âge sur le sujet. Je pense que c'est aussi une des épreuves, surtout en France, de donner la voix et de laisser exprimer les jeunes gens ou les poètes vivants en tout cas, qui sont bons en fait, et arrêter de devoir tout le temps attendre que les gens soient morts pour les célébrer ou célébrer leur art en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses géniales qui sont passionnantes et sur des sujets très modernes. Et je suis sûre que la poésie contemporaine, elle peut aller vraiment toucher plein de monde, quoi. Donc oui, ça réconcilie avec la sensibilité et les gens en ont besoin aujourd'hui parce qu'il manque d'espace pour ressentir, pour se sentir fragile et se sentir bien. Tout à l'heure, je te disais, j'aime bien quand je suis mélancolique. Et ben c'est ok en fait. Dans un monde, il faut être toujours le meilleur, le plus performant. Tout ce qu'on fait doit avoir un sens, doit avoir un but, doit avoir une rentabilité. C'est compliqué. Les gens étouffent un peu aussi et c'est là qu'on intervient. Il y a plein de choses très belles dans ce que tu as dit, célébrer les vivants. Il y a un peu cette image, je trouve, dans la poésie de poète maudit ou de... Et puis de l'homme aussi beaucoup. Hein. Moi, j'ai vraiment eu des commentaires, notamment quand j'ai commencé, et c'était que des auteurs hommes, ouais. Des poètes hommes. Et même aujourd'hui encore, la dernière fois, je faisais un atelier d'écriture. C'est une femme d'un certain âge qui m'a dit moi, je lis beaucoup de poésie, surtout la poésie des hommes, parce qu'elle me touche beaucoup, parce qu'un homme n'est pas censé être sensible à la base. Et donc, un homme qui fait de la poésie, c'est forcément beau. Et je trouvais ça intéressant, parce que c'est déjà une réflexion que je me suis faite. Et je me suis déjà, moi, pris aussi des remarques, finalement, en mode, quand on parlait d'amour quand t'es une femme, bon bah... Voilà quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant tout ce rapport finalement à qui a le
plus de légitimité à écrire ou à faire de la poésie. Même ça, là, tu vois, je sors une anthologie à la fin de l'année aux éditions Larousse de mes poèmes préférés. Et c'était vraiment important pour moi de réussir à mettre des poétesses. Et ça a été un vrai travail de recherche d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est pas si simple de trouver, tout en gardant ma ligne éditoriale qui était celle d'uniquement sélectionner des poèmes qu'un grand public pourra aimer. Je trouve qu'en plus de ça, dans la construction des gens, c'est des très très grands auteurs, c'est quasiment que des hommes. Et on commence aujourd'hui à remettre en lumière, de toute façon, les femmes, c'est pas que dans la poésie, c'est dans tous les domaines artistiques. Petit à petit, il y a plein d'expos, plein de choses, dans plein de domaines sur les femmes qui ont été complètement passées à la trappe. Comment tu t'insères en tant que poétesse? Enfin, moi, je préfère poète d'ailleurs que poétesse, mais voilà, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, même dans les mots, il y a ce mot incroyable d'autrice qui était utilisé au temps de Molière et avant, où tu peux lire, je crois que dans Les Femmes savantes, à la fin, Molière utilise le mot autrice parce qu'à l'époque c'était utilisé, et où après il y a eu une masculinisation des mots qui fait qu'après on ne l'a plus utilisé, et ce qui montre que même dans les mots il y a une invisibilisation de métier. J'ai l'impression que sur le rapport genré, justement il y a eu une époque où les hommes étaient beaucoup plus sentimentaux et où c'était beaucoup plus valorisé culturellement, et qu'il y a encore des pays où c'est le cas, notamment je pense à l'Iran. Il y a beaucoup de poésie où les poètes sont vraiment des figures importantes de la culture et où la sensibilité des hommes envers les sentiments est beaucoup plus valorisée qu'en France. Oui, complètement. L'imaginaire des gens, qu'est-ce que c'est un poète, une poète, c'est très intéressant, ouais. Puis c'est quelque chose qui n'existait plus vraiment. En tout cas, on me dit souvent, tu fais un nouveau métier. Non, ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est vrai que la notion de gagner sa vie comme ça, effectivement, est assez abstraite. Mais effectivement, oui, il y a tout un sujet à désamorcer ou à déconstruire et faire autrement. Et moi, je sais que j'adore la poésie contemporaine plus que finalement la poésie classique. Et je l'aime parce qu'elle embrasse notre société actuelle. Si on parle d'amour d'aujourd'hui, et pas des trucs qui datent d'une autre époque, avec d'autres problématiques, d'autres pensées limitantes ou injonctions. Et c'est ça qui est beau, en fait. Mais voilà, c'est très intéressant de vivre avec son temps, quoi, finalement. Et on le fait dans le roman, et il faut le faire dans la poésie. Moi, ça me tue quand il y a des gens qui vont me dire « Ah non, mais moi, j'aime que Victor Hugo. » Mais en fait, parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Et c'est le propre de tous les gens qui ont peur de l'inconnu. Ils s'accrochent à ce qu'ils savent ou le peu de choses dont ils se souviennent. Et j'en profite pour dire que les gens peuvent acheter ton livre de poésie et qu'ils peuvent aussi découvrir de la poésie contemporaine sur le site des Bonnes Feuilles, où on édite 70% de nos auteurs sont des autrices. Avant, tu parlais aussi de créer des espaces pour célébrer la création contemporaine. Si jamais on te donnait une baguette magique, ce serait quoi pour toi des événements idéaux pour faire vivre justement cette poésie? Moi, je suis très amoureuse de la poésie sur scène. Je suis très admirative de mes camarades. Je savoure chacun de leurs passages. Donc, je rêverais qu'il y ait des espaces pour ça, des espaces grandioses, que peut-être on remplisse des Bercy. Ça arrivera un jour, peut-être, qui sait. Et qu'on soit payé pour ça aussi, avec des rémunérations qui sont à la hauteur de notre talent, que ce soit reconnu comme un vrai métier et une valorisation artistique à la hauteur de certaines autres. Qu'on arrête d'être dans cette espèce de poète maudit, sans le sou, qui ne doit pas gagner de l'argent ou tout faire pour l'amour de l'art. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça et c'est ok, remarque, chacun sa vie. En tout cas, pour les personnes qui rêveraient un jour d'en vivre, j'aimerais qu'il y ait ces choses qui soient développées, qu'on puisse mettre de la poésie comme on met, je sais pas, un moment de danse ou un moment de chanteur, qu'il y ait aussi cette poésie partout et qu'il y ait des stars de la poésie aussi, qu'on dit ah bah oui, je connais un tel, mais du grand public et pas seulement de quelque chose qui resterait très niche, et ce qui est encore pour le moment un peu le cas. Et puis permettre aussi aux gens d'en vivre, ça permet aussi qu'il n'y ait pas que des gens privilégiés qui puissent écrire. Tout à fait. Parce que c'est un privilège d'avoir le temps. J'ai un ami la dernière fois qui me disait moi j'ai toujours rêvé dans ma vie d'avoir le temps de pouvoir écrire. Et je trouve ça très vrai parce que quand on a un job alimentaire, une famille, qui sait, on n'a pas le temps. Et c'est fou, la dernière fois je faisais un atelier d'écriture et il y a une dame qui s'était fait offrir l'atelier par sa sœur. Et à un moment, à la fin, elle était là, mais c'est incroyable, j'ai eu le temps pour moi d'écrire et puis on m'a écouté. Ça avait l'air tellement immense pour elle et ça m'a rempli le cœur de joie et à la fois ça m'a un peu pincé en même temps parce que je me suis dit que sûrement cette dame était peut-être plus proche de la réalité de 80% des gens que par exemple la mienne qui aujourd'hui est celle d'avoir justement ce temps. Ça aussi c'est important parce que ça fait partie aussi d'un travail. Je pense que parfois les auteurs s'ils prennent tant de temps à sortir un livre, c'est pas que parce que c'est le temps qu'ils naissent, c'est aussi le temps pour qu'ils puissent s'y mettre qui est parfois très limité. La poésie a ceci de génial aussi que ça peut être un peu plus court. C'est pas comme un roman, et puis ça peut être plus sécable, ça peut être plus petit. C'est ça, déjà, oui. C'est plus fin, il y a moins de mots, et puis il y a moins ce besoin de lien entre chaque poème. Ça dépend quel type de recueil. J'ai fait un recueil qui a du lien, mais ça a été un vrai travail par-dessus le travail. T'as les poèmes, et puis après, t'as comment tu les agences les uns aux autres. C'est plus des petites choses que t'assembles. Le travail est différent, oui, je pense. Si des gens veulent faire des ateliers d'écriture avec toi, où est-ce qu'ils peuvent les faire? Moi, j'en propose en ligne pour les personnes qui sont loin de Paris, et sinon, j'en propose aux éditeurs, le restaurant Les Éditeurs dans le Paris 6e, à l'hôtel Le Boudoir des Musées.
m'amuse dans le Marais aussi. Et puis parfois, ponctuellement, il peut m'arriver de faire des petits événements spéciaux. À l'école, les mots aussi. J'ai un site internet avec tout qui est recensé, les dates, toutes ces choses-là. Pour terminer, est-ce qu'il y a des questions qu'on ne te pose pas assez? Est-ce qu'il y a des questions dont tu dis, ah là là, chaque fois je me fais interviewer, on me parle jamais de ça alors que c'est de ça dont j'ai envie de parler? Pas vraiment, je ressens pas de frustration particulière parce que je pense que je suis quelqu'un qui a l'espace pour s'exprimer sur les choses sur lesquelles j'ai envie de le faire. C'est vrai que je vis pas les interviews comme quelque chose où je vais en profiter pour parler de plein de trucs. Le sujet que je souhaite aborder en ce moment dans mon écriture dont je t'ai parlé au début de l'interview, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je pense qu'il prendra plus d'espace dans l'avenir, peut-être au cœur des prises de parole que j'ai. En fait, c'est toujours ça qui est un peu difficile, c'est que quand tu t'es fait connaître, d'un côté c'est merveilleux, mais de l'autre, quand t'as envie de changer de direction, heureusement qu'il y a d'autres supports pour le faire comme la scène ou les livres. Je me rends compte que ça bouge énormément et que si tu veux pas rester, malheureusement c'est un peu péjoratif comme mot, mais esclave de ton public, tu dois faire aussi des choix. Donc je sens qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler, d'exprimer, mais pour l'instant c'est encore très tôt parce que je pense qu'avant de les exprimer à l'oral dans une interview, il faut d'abord que je montre qu'est-ce que ça donne sur le papier. Et ça, j'ai hâte et je suis ravie de bosser sur ça. J'espère que ça prendra vraiment forme. Et puis aussi, je suis en train de préparer un spectacle de seul en scène, de poésie, mais ça verra aussi plutôt le jour en 2026. Donc ça aussi, j'ai très hâte et je suis vraiment ravie de pouvoir porter la poésie sur scène pendant plus d'une heure et je l'espère auprès d'un grand public. J'espère qu'une nouvelle fois, ça ouvrira des portes et des possibles pour ceux d'après ou pour d'autres personnes encore qui méritent aussi qu'on les écoute et qu'on les lise. Quand je t'entends, moi, je trouve qu'il y a vraiment une transformation. Tu parles beaucoup de comment l'écriture t'a transformé et parce que aujourd'hui, c'est ton métier et comment tu as encore envie d'évoluer. Et du coup, ça me rend très curieux de voir ce que tu vas faire ces prochaines années. Moi-même, je ne sais pas en réalité. Mais au moins, je conscientise, je le verbalise et je trouve ça important parce que ça a été des décisions très difficiles. J'en ai un peu souffert. T'as l'angoisse de perdre ce que t'as réussi à avoir. C'est un travail de fou, on se rend pas compte. Mais moi, je me réveille tous les jours en me disant que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais que je viens de loin. Parfois, je réalise même pas. Et je savoure cette chance. Et j'ai aussi envie qu'elle dure. Donc, évidemment, tu souffres un petit peu de qu'est-ce que tu veux être, où tu vas. Mais je crois que la meilleure façon de réussir, c'est de rester authentique et de se rapprocher le plus de ce qui nous fait vibrer. Et si on vibre, on fera vibrer les autres avec nous. Cette question de la fidélité au passé, elle est très compliquée. Nous, on a changé de nom là récemment. On s'appelait Oui, tu m'avais Poésie.io dit. et on est devenu Les Bonnes Feuilles. Et rien que ce changement de nom, alors qu'on n'est pas très connu, etc., c'est dur de dire à des gens, voilà, maintenant c'est différent. Faut répéter. Faut accepter que ça ne plaise pas parfois. Comme tu dis, c'est en étant authentique aussi qu'on est fidèle à soi-même. Ça permet de bouger parce qu'en fait, parfois dans la vie, on n'est pas d'accord avec qui on était, avec ce qu'on faisait. Ça veut pas dire qu'on a eu tort, ça veut juste dire qu'on a évolué. Oui, c'est ça. Moi, je serais très malheureuse, je pense, si j'allais pas ce vers quoi je vais en ce moment. Du coup, je me questionne toujours sur mon rapport à ce livre que j'ai sorti. Je l'aime, mais c'est vrai que parfois, par exemple, quand je monte sur scène et qu'on me dit ensuite où c'est qu'on peut trouver ton livre, je sens qu'il y a tellement rien à voir que je suis parfois un peu gênée. Et ça démontre bien donc qu'il y a une quête identitaire. Et en fait, moi, le problème, c'est que j'ai fait une quête identitaire au grand jour. C'est comme si t'as des projecteurs sur toi tout le temps. Donc tout ce que tu fais ou tout ce que tu n'es plus ou que tu changes ou qui se modifie ou qui évolue peut être malheureusement signe de communication ou d'identité contradictoire si tu l'exprimes pas et fais pas le teaser de la transition ou que tu verbalises pas ou que tu prépares pas à ton public. Et effectivement, comme je suis encore jeune, que j'ai découvert ma plume il y a pas longtemps, peut-être que c'est des changements qui sont très forts. Parce que évidemment, tu prends un écrivain ou un auteur qui a sorti 10 ouvrages, tu sens les changements, l'évolution. C'est très intéressant d'ailleurs, mais à la fois, il y a toujours quelque chose qui est propre à cet auteur, mais tu vois bien que les choses bougent. Mais là, effectivement, c'est peut-être un petit peu fort aussi, donc ça prend du temps. Et je suis contente quand même parce que j'aime ce que j'ai fait. Je suis très fière de ce livre-là et je trouve qu'il est généreux et je le fais encore vivre beaucoup. J'essaie de vraiment le partager, mais j'ai aussi envie de parler d'autres choses, des choses qui me transportent aujourd'hui comme l'amour a pu me transporter hier. Je trouve que c'est vraiment une réflexion qu'on peut tous avoir dans notre vie par exemple, quand on déménage, quand on passe de la campagne à la ville ou quand on change de gens avec qui on est amis ou de métier et on change. Et cette transformation, c'est une trahison et à la fois, c'est aussi une promesse de découverte vers d'autres choses. Oui, puis à un moment, tu peux plus. Souvent, le changement, c'est quand t'en peux plus. C'est quand tu peux plus, c'est quand t'es au pied du mur. J'aime bien prendre cet exemple souvent. Par exemple, moi, j'ai toujours vu dans les relations autour de moi de couples qui ont duré un peu longtemps, entre le moment où ils en peuvent plus et le moment où ça se termine, en fait, c'est presque un an qui se passe. C'est super long en réalité. Et pareil, quand on dit j'en ai marre de mon travail, entre le moment où on dit j'en ai marre et où je pars, souvent quand même, si on a un peu du solide ou des choses à la base et qu'on part pas sur un coup de tête parce qu'on s'en fiche etc. C'est toujours un petit peu long le process. Et donc finalement, je pense que quand arrive cette espèce de truc où ça dégoupille, c'est parce qu'on n'a plus le choix. On meurt si on reste. Et d'ailleurs, ceux qui n'y arrivent pas font des burn-out, des dépressions très sévères aussi. Et donc, c'est toujours été une force que j'ai eue, et ça c'est encore pour moi un trait de caractère, de beaucoup m'écouter. Je m'inquiète peu, parfois voire pas assez, de ce que ça peut engendrer. Je pense que c'est très important de faire ce qui nous fait écho, surtout artistiquement parlant.
Une dernière question avant de terminer. Mhm. Ce serait quoi ta citation ou ton motto personnel? Quelque chose auquel tu penses souvent ou qui te marque en ce moment? C'est pas trop en lien avec la littérature, mais un jour, il y a une femme qui avait le même âge que moi, et une femme de pouvoir, ouais, quand même un peu, mais pas dans le sens péjoratif du terme, et qui m'a dit il faut être puissante et inspirante. Et c'est quelque chose qui m'est resté profondément ancré. Parce qu'en tant que femme, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris. Au contraire, c'était plutôt tais-toi et puis fais-toi discrète. Et c'était deux mots pour moi très forts. Le premier, parce qu'il n'est pas souvent associé à la femme, pour pas dire jamais. Et le deuxième, parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'inspirant. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé un jour. Et voilà, et ce puissante, que je trouve très fort. Je pense que c'est puissant d'avoir une plume, une voix, de pouvoir faire des choses, de pouvoir aider, contribuer, inspirer. Donc souvent, j'essaye de me réveiller le matin en me disant, tu es et tu dois être et tu seras une femme puissante et inspirante. Super dernier mot pour cette interview. Merci à toi pour Merci. l'interview.